La Direction générale des douanes fait le bilan des activités des douanes ivoiriennes pour l'année 2013. Bilan jugé positif. Plus de 1000 milliards de francs CFA ont été mobilisés, soit plus de 96% de recettes recouvrées. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu les clés de 3 préfectures construites dans le cadre de l'opération 1000 réinsérés dans les métiers du bâtiment, programme piloté par le projet d'assistance post-conflit. Le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle est terminé depuis hier samedi 18 janvier au matin en Centrafrique, même si la violence continue dans ce pays. Pour le magazine de ce dimanche, nous avons pour invité le professeur Aoré Alban Alphonse Emmanuel, directeur de la CAPEC. Professeur Aoré, merci d'avoir répondu à notre invitation et à tout à l'heure dans 30 minutes pour parler de recherche économique et développement des pays, cas de la Côte d'Ivoire, bien sûr, en priorité. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Dans l'actualité ivoirienne, le Premier ministre Daniel Kab, lors d'un camp, a reçu les membres du corps diplomatique pour un déjeuner à Grand Bassam. À occasion pour le chef de gouvernement ivoirien de resserrer les liens entre le corps diplomatique et le gouvernement. Michel Digré. Ce samedi matin, les membres du corps diplomatique et quelques ministres du gouvernement ont convergé vers la ville historique de Grand Bassam à l'occasion du déjeuner offert par le Premier ministre à sa résidence privée. Pour cette cérémonie de présentation de vœux aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, c'est Daniel Kablan-Duncan lui-même qui accueille ses invités et qui s'implique dans la réussite de la fête. De temps en temps, il est important de resserrer les liens dans un cadre détendu et différent du cadre du travail. Et je pense que de ce que je crois comprendre de leur part, ça se passe dans de bonnes conditions. Le doyen du corps diplomatique apprécie l'initiative du Premier ministre. Votre geste si cordial et fraternel confirme la tradition d'hospitalité chaleureuse caractéristique de l'âme populaire ivoirienne. Il est aussi un signe clair et évident des traditionnelles relations amicales et respectueuses que la Côte d'Ivoire souhaite renforcer toujours avec la communauté internationale. Un repas pour raffermir les liens entre le corps diplomatique et le gouvernement. Daniel Kablan-Duncan, toujours au travail, en profite pour faire du lobbying. Je ne saurais terminer mon propos sans, à travers vous, renouveler notre invitation au milieu d'affaires de vos pays et à l'ensemble de nos partenaires au développement à participer au Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 qui aura lieu à Abidjan du 29 janvier au 1er février 2014. Le buffet est ainsi ouvert, le déjeuner peut commencer, mais cette fois sans les viseurs des caméras. Autre sujet, la Direction générale des douanes fait le bilan des activités des douanes ivoiriennes pour l'année 2013. Bilan jugé positif, plus de 1000 milliards de francs CFA ont été mobilisés, soit plus de 96% de recettes recouvrées. Francis Boifou. C'est un record dans l'histoire des douanes ivoiriennes. La barre mythique de 1000 milliards de francs CFA de recettes a été franchie en 2013. Pour un objectif officiel de 1175,81 milliards de francs, la Direction générale des douanes a recouvré au cours de l'année 2013 le montant de 1129,55 milliards de francs, soit un taux de recouvrement de 96,1%. Ces réalisations enregistrent une nette progression de 155,57 milliards par rapport à 2012, soit une croissance de 16%. Pour le directeur général des douanes ivoiriennes, ces performances ont été réalisées grâce au programme de réforme initié et surtout au mécanisme de lutte contre la fraude. Le colonel-major Issa Koulibaly invite les douanes ivoiriennes à redoubler de vigilance et d'efforts dans l'accomplissement de leur mission en 2014. L'objectif de recette en 2014 assigné à la Direction générale des douanes est fixé à plus de 1245 milliards de francs CFA. Pour y arriver, la Direction générale des douanes entend poursuivre le processus de simplification des procédures, de facilitation des échanges, du renforcement du dispositif de lutte contre la fraude,
l'amélioration de l'accueil et la communication sur les procédures. Le port autonome d'Abidjan a aussi connu une belle année 2013. Son chiffre d'affaires connaît une évolution positive de 2 milliards de francs CFA par rapport à 2012. Ali Dirasouba. 2013, l'année du véritable redécollage du port autonome d'Abidjan. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le trafic est satisfaisant et se situe dans la même marge d'erreur de nos objectifs assignés, avec une forte croissance pour l'économie nationale hors produits pétroliers de l'ordre de 7%. Une embellie aussi confortée par le chiffre d'affaires de l'entreprise qui connaît une évolution positive de 2 milliards de francs CFA par rapport à 2012. Plusieurs actions fortes ont contribué à ce repositionnement du poumon économique de la Côte d'Ivoire au niveau mondial. On retiendra la mise en place du nouveau conseil d'administration présidé par Kanté Koli pour renforcer la bonne gouvernance dans l'entreprise. 2013 aura été aussi l'année de la mise en route de certains grands projets de développement, entre autres la signature le 19 décembre dernier entre l'État ivoirien et le groupement constitué des sociétés APM Terminals, Bolloré Africa Logistique et Bouygues pour la construction d'un second terminal à conteneurs au quai sud, l'attribution du marché des travaux pour la réhabilitation et la modernisation du port de pêche, l'obtention d'un financement d'Exim Bank pour la réalisation du projet d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi. Autant de projets pour doter la plateforme portuaire d'Abidjan du plus important hub de transbordement de la façade atlantique de l'Afrique. Une vision chère au conseil d'administration et à la direction générale du port autonome d'Abidjan qui ont reçu ce vendredi les vœux des agents de l'entreprise. Outre ce bilan fait par INCIE, les travailleurs ont aussi été invités à davantage d'abnégation et de détermination. Si on a donné rendez-vous à Émergence 2020, le port d'Abidjan a pris la décision de réussir tout cela avant 2020. Tellement vous êtes compétents et sérieux et disciplinés. Cette émergence-là repose essentiellement sur les valeurs qui sont les vôtres. Je souhaite que vous puissiez continuer à aller dans ce sens. Cette rencontre a aussi permis aux travailleurs du port autonome d'Abidjan de présenter leurs doléances à leur chef, lequel a promis les étudier. Deuxième grand titre de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu les clés de 3 préfectures construites dans le cadre de l'opération 1000 réinsérés dans les métiers du bâtiment. Programme piloté par le projet d'assistance post-conflit. Ce sont les préfectures de Kouto, de Ouangolo-Dougou et de Doropo. Gabriel Zanilou, Emmanuela. Les populations de la région de la Bagoué sont en fête. Les clés des préfectures des départements de Kouto, Ouangolo-Dougou, Doropo ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur et remises au préfet des départements sur le site de la nouvelle préfecture de Kouto. Ce programme de construction de préfecture est piloté par le projet d'assistance post-crise, PAPC, qui a financé également la réinsertion de 164 jeunes dans les métiers du bâtiment à hauteur de 41 millions de francs CFA. À ces jeunes, nous lançons un appel à la responsabilité, leur responsabilité. Le gouvernement, à travers le PAPC, leur fait un rapport de 12 millions de francs CFA en moyenne par chantier pour les soutenir. Mais la suite leur appartient. C'est à eux de tourner le dos à la facilité et de se mettre résolument au travail, car seul le travail paie. À Kouto, ce sont 56 jeunes qui ont contribué à la construction de la préfecture. 16 des 18 préfectures à construire sur l'ensemble du territoire sont déjà achevées. Cette politique est une réponse à une double problématique du gouvernement, à savoir la restauration de l'autorité de l'État et la mise en activité d'au moins 1000 jeunes. On va donner la préfecture à Kouto, mais également à Ouangolo-Dougou et à Doropo, pour que nous puissions continuer à apporter le développement vers d'autres contrées. Nous devons faire de ces villages des villes modernes. Et on peut le faire si on est ensemble. Chacun de vous est une opportunité, est une chance pour la région. Les jeunes formés en tant que maçons, menuisiers et électriciens ont reçu des chèques et des diplômes de formation pour leur réinsertion socio-économique. Après l'étape de Kouto, Umbato, Zoukoube, Kani et autres localités verront très bientôt s'ouvrir les portes de leur préfecture.
Des logements à moindre coût pour permettre aux Ivoiriens d'avoir un toit. L'ambition du gouvernement est affichée avec le programme des logements sociaux. La SICOGI vient de signer un partenariat avec le groupe français spécialisé dans l'immobilier. 511 logements sociaux seront construits à Angré dans la commune de Cocody, Doigt des Lazères. 511 logements pour une valeur de 23 milliards de francs CFA, bientôt à Angré, dans la commune de Cocody. Ces maisons économiques et moyens standing seront bâties sur une superficie de 16 hectares, déjà acquis dans le cadre de l'opération immobilière à Artos, initiée par la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. La signature de convention entre la SICOGI et Côte d'Ivoire Promotion Immobilière, filiale du groupe Eric Duval, promoteur immobilier français, est une opportunité pour les Ivoiriens de bénéficier des logements de qualité à moindre coût. Nous sommes dans un programme que nous voulons économique au bon sens du terme. Quand je dis économique, c'est qu'il a une vraie logique économique, mais qu'on ne construit pas à l'économie. Au contraire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce programme, nous souhaitons ensemble en faire un programme de référence. Les 511 logements sont composés de 17 immeubles de 238 appartements et 273 villas et duplex. Ils seront donc disponibles dans 20 mois. Pour le directeur des programmes de la SICOGI, Hyacinthe Souaga, l'expérience avec le groupe Eric Duval est un pas important pour satisfaire la demande de logements sociaux en Côte d'Ivoire. La synergie de nos deux expériences vont apporter du nouveau en termes de cadre bâti, en termes d'équipements socio-économiques, socio-éducatifs, de lieux de loisirs. Donc c'est vraiment une cité complète qui va être construite là. Les travaux de construction vont démarrer d'ici fin janvier pour s'achever en mars 2015. La SICOGI entend honorer ses engagements dans la mise en œuvre du programme présidentiel de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Et tout à fait autre chose, les meilleurs acteurs de développement africains sont primés. Cette initiative du groupe Safam Communication, qui est à sa 13e édition, vise à promouvoir l'excellence et aussi à inciter les Africains à contribuer à l'émergence du continent. Pour cette 13e édition, 15 personnalités africaines ont été primées. Vénance Eman Niamia. Apollinaire Compaoré est le meilleur acteur de développement d'Afrique pour l'année 2013. Cette distinction, il a reçu à la 13e édition du prix panafricain de développement. Recevant le trophée des Super Prix Diamant, cet homme d'affaires burkinabé s'est dit honoré par cette marque de reconnaissance. Son vœu, a-t-il souligné, est de voir les investisseurs africains se donner les mains afin de bâtir le continent. Aux côtés d'Apollinaire Compaoré, Madiou Sampara, représentant du Mali. Lui s'est adjugé le Super Prix Or. Quant au Super Prix Argent, il est revenu au Tunisien Talel Sali. Le prix panafricain de développement, selon Sanogo Adaman, directeur général de Safam Communication Inter, a pour objectif de magnifier les cadres et personnalités du continent africain qui œuvrent inlassablement à l'émergence d'une nouvelle Afrique prospère et pacifique. Outre la remise des super prix, les 15 meilleurs bâtisseurs du continent ont été également primés. Certains ont reçu des prix sectoriels, comme le super prix Coup du cœur du jury, remporté par le Sénégalais Mohamed Mokhtar, et le super prix bronze, remporté par le Burkinabé Beli Biyen. L'organisation non gouvernementale ASAPSU et le ICR sensibilise les populations de Yopougon, précisément celle du quartier Saint-Pierre à la cohésion sociale. Ces deux structures les invitent à l'entente et à la paix. Serge Kolia. Au quartier Saint-Pierre de Niangon à Yopougon, les populations retrouvent la gaieté et la bonne humeur. Les fortes dissensions, nées des crises politiques successives en Côte d'Ivoire, ne sont plus qu'un vieux souvenir. Plus d'animosité entre les familles. Le mur de méfiance est tombé grâce aux actions de réconciliation et de cohésion sociale menées par l'ONG ASAPSU, le Programme national de cohésion sociale et le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR. Tous les jours, chaque dimanche, chaque samedi matin, on joue ensemble ici. Guérir, gourou, ménager, durant tout le monde. On fait ensemble. Par exemple, moi, mon frère, lui, c'est Yacouba. Il m'a donné manger, il est venu manger. Ce quartier était vide. Ceux qui avaient fui sont revenus. Et on se voit, on se salue. Il y en a même qui te voient, ils te font à tout, comme si quelqu'un qui va voir son parent, ça fait des milliers d'années.
Pour rendre plus durable ces acquis, l'ONG ASAPSU et ses partenaires, le HCR, le SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, renforcent la sensibilisation des populations du quartier Saint-Pierre de Niangon à travers des échanges, des témoignages et un gala de football. Pour la cohésion sociale, nous avons constaté qu'ils commencent à vivre en paix et avec leurs voisins et avec les personnes qui ne sont jamais parties. Vraiment, je suis très contente et très fière de nous et notre travail. On ne savait pas qu'un jour, sur cette place, certaines personnes allaient s'asseoir ensemble et discuter. Je crois qu'il y a du chemin qui est fait et nous souhaitons que cela continue. Ces efforts de renforcement de la cohésion sociale au sein des populations, initiés par l'ONG ASAPSU et ses partenaires, sont salués par les chefs de terre et chefs religieux, porte-parole des populations du quartier Saint-Pierre de Niangon à Yopougon. La ville de Bouaké va abriter en juillet prochain la 3e édition du Festival national des arts et de la culture. Thème central de cette édition, protégeons notre environnement. Le lancement du programme des activités de ce festival a eu lieu au foyer jeune Viateur de Bouaké. Charles Tatou, RTI Bouaké. Délocalisée à Bouaké, cette double cérémonie de lancement des activités du Festival national des arts et de la culture et de celle de la journée de solidarité et de partage vise à se rapprocher de tous les principaux acteurs de la vie scolaire. Il s'agit des directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et des chefs de service qui, eux, vont informer et sensibiliser les élèves et les enseignants sur la nouvelle vision de la direction de la vie scolaire. Cette vision, il faut le savoir, reste le renforcement des approches pédagogiques du système éducatif ivoirien par l'intégration de ces activités dans le programme d'enseignement. Outre la transmission des connaissances scientifiques, littéraires et culturelles, la DVS attend préparer les enfants à la citoyenneté active en leur inculquant des valeurs morales et en développant chez eux des compétences dans le but de leur favoriser une bonne intégration sociale. Nos enfants abandonnent très souvent l'école à partir du CM2, à partir de la 3e, à partir de la terminale. Il est important que ceux-ci soient dotés de compétences de vie pouvant leur permettre à la sortie de l'école de pouvoir exercer des activités socio-professionnelles. La transmission de ces valeurs ne peut réussir sans l'implication des professionnels en la matière, ce qui explique l'innovation des activités de la DVS. Un commissariat général créé au sein de cette structure, dont les membres sont issus de 9 ministères techniques, est déjà en activité. Une rajout de 2 disciplines, compte et cinéma photo, a été faite qui porte de 8 à 10 des matières des compétitions du festival. Les lauréats du prix de la meilleure cuisine du gouverneur du district d'Abidjan, édition 2013, ont reçu leur lot des mains de Konéaka, préfet de Bouaké. Parlons maintenant des travaux de réhabilitation du centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Coût des travaux, 300 millions de francs au CFA financés par le chef de l'État. Kwame Jean de Dieu Daniel, RT Bouaké. Initiative française à l'époque de la télévision scolaire dont le siège était à Bouaké, le centre culturel Jacques Aka devait permettre aux nombreux coopérants français et canadiens de se distraire sainement. Inauguré le 16 février 1974 par l'ancien ministre d'État Auguste Denise, le centre culturel Jacques Aka a aussi connu les affres de la crise militaro-politique en 2002. Le centre culturel est à 95% de sa première phase de réhabilitation. Une réhabilitation qui prend en compte la salle de spectacle, la clôture, les bâtiments. La deuxième, les autres bâtiments, les bibliothèques, la médiathèque, l'infographie, les infrastructures et les équipements culturels. La dernière, les ouvrages, le mobilier et les équipements audiovisuels et informatiques. Il s'agira à terme de faire du centre culturel Jacques Aka de Bouaké un lieu de rencontre et d'échange, un centre d'action culturelle. Jacques Aka aujourd'hui répond à tous les critères du centre d'action culturelle. Quand on parle de cohésion sociale, il faut un espace qui puisse rassembler
dans un moule toutes les populations de la commune de Bouaké. D'une superficie d'un hectare, le centre culturel Jacques Aka est en plein centre de Bouaké sur l'avenue du même nom qui mène au marché central. Le centre porte le nom de celui qui a fait figure de précurseur en décelant l'urgence des problèmes culturels dès le début de l'indépendance. Ambassadeur, négociant dans le domaine du café et du cacao et député, Jacques Aka est décédé à l'aube de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1963. La réhabilitation du centre est financée par le chef de l'État à hauteur de 300 millions de francs CFA. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké ouvre les rideaux pour donner vie à l'art et aux œuvres de l'esprit à Bouaké. Et rendons-nous dans la région du Moronou où a été célébrée la fête de l'Ignam, une exigence traditionnelle devenue aujourd'hui dans cette localité une institution et qui veut s'émuer en festival. Eugène Atoubé. Ils sont arrivés de toutes les contrées de Côte d'Ivoire, pour les uns et pour les autres de l'extérieur du pays, tous mus par la même motivation, vivre Bédiélou. Bédiélou, c'est la fête d'Ignam à Ara. Bédiélou, c'est la revalorisation de nos coutumes et de nos traditions. C'est le moment où les populations d'Ara consomment officiellement la nouvelle Ignam pour marquer l'entrée dans la nouvelle année. En Amérique, ils aiment la royauté aussi, mais ils ne connaissent vraiment pas l'origine et la base. Donc j'ai pris beaucoup de photos que je vais aller montrer à mes patrons blancs et puis à certaines communautés dans lesquelles j'habite. La célébration de l'Ignam est une tradition à Ara, comme dans toute la tribu Aouya dont Ara est le siège. Aujourd'hui encore, la tradition est respectée et avec Bédiélou, traduisez le temps de consommer l'igname en Langani, la célébration de ce tubercule est devenue une véritable institution, fête même. Si pour les filles et fils d'Ara, Bédiélou illustre leur entière disponibilité à répondre à l'appel de Nanan Teyua II, chef de la tribu Aouya, l'attachement à leur culture et l'amour de leur terre natale, l'événement revêt un enjeu de haute portée sociale à Ara. Ici, les valeurs d'amour, de fraternité et de partage sont réaffirmées. Hommes, femmes, enfants, personne ne s'y soustrait au cours de ce grand moment de retrouvailles et de communion. Ils sont venus là payer la viande pour vraiment honorer et satisfaire la famille, distribuer à qui de droit. On sait à tout le monde, c'est un sacrifice, donc tout le monde doit manger. Pour l'engouement et l'intérêt qu'il suscite, Bédiélou veut se muer en festival. Un festival de promotion des valeurs et de la culture du peuple Aouya qui aura besoin du soutien de la municipalité et du conseil régional du Moronou. Les deux structures pour cette édition ont apporté un appui financier considérable pour la réussite de Bédiélou. Nous vous le disions dans nos titres, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle est terminé depuis hier samedi au matin en Centrafrique, même si la violence continue dans ce pays. La fin du suspense, c'est ce dimanche, puisque les noms des candidats seront annoncés et l'élection est pour demain lundi. Quelques informations brèves en Afrique à présent. Commençons par le Soudan du Sud, toujours en proie à des violences entre les partisans de Riek Machar et Salva Kiir. Des villes fantômes du nord au sud du pays. Les populations du Sud-Soudan se déplacent par milliers. Ils fuient les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles de l'ex-vice-président. Selon l'ONU, 1000 personnes quittent Djouba, la capitale, tous les jours. Et 200 000 personnes ont déjà pris la route depuis le début du conflit, le 15 décembre dernier. Ils ont entre 14 et 17 ans et ils sortent d'un an de lutte armée. L'UNICEF a rassemblé 33 enfants soldats centrafricains dans un centre de réhabilitation à Bangui. Des enfants qui étaient dans les rangs de l'alliance rebelle Seleka. Il serait 6 000 au total selon l'ONU et la crise en Centrafrique est l'une des plus préoccupantes de ce début d'année.
La communauté internationale doit redoubler d'efforts pour aider le peuple centrafricain à rétablir la paix et la stabilité au plus vite. Une conférence des donateurs pour la Centrafrique est organisée lundi à Bruxelles par l'Union européenne. Le président ougandais a refusé vendredi de promulguer la loi qui renforce la répression des homosexuels adoptée au Parlement à la fin de l'année. Non pas par sympathie pour la cause gay, mais parce que les gays sont malades, anormaux et qu'ils doivent être soignés, selon Yoweri Museveni. Du coup, les défenseurs des gays et lesbiens saluent le blocage de la loi, mais déplorent les raisons avancées par le président. Il y a beaucoup d'ignorance autour de l'homosexualité et les mots employés par le président stigmatisent encore plus. Offensive des forces gouvernementales congolaises contre les rebelles islamistes ougandais. Près de la ville de Beni, dans le Kivu, Kinshasa affirme qu'elle avance contre les combattants de l'ADF, les forces démocratiques alliées basées en RDC depuis des années. Les forces de l'ONU présentes dans la région devaient appuyer l'offensive. Le huile a emporté par 98,1% avec 38,6% de participation au référendum constitutionnel en Égypte. Annoncé hier samedi, la commission électorale, le pouvoir dirigé par les militaires, considère qu'un tel résultat légitime la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. À Madagascar, le candidat déçu lors de la présidentielle a rassemblé ses partisans hier samedi. Robinson Jean-Louis dénonce des élections truquées par l'actuel président de la transition, André Rajoelina, qui soutenait son rival, l'ancien ministre des Finances. Il réclame un nouveau décompte des bulletins, mais la Cour électorale spéciale a rejeté ces requêtes et confirmé la victoire de Eri Rajona, une victoire saluée d'ailleurs par la communauté internationale. Jean-Louis Robinson ne s'avoue toujours pas vaincu. Les résultats définitifs de la présidentielle malgache ont pourtant été proclamés, mais comme ses avocats, il réclame le recomptage des voix par la commission électorale spéciale. Ils ont travaillé dans la hâte alors que nous avions exigé que ça se passe dans la transparence. On leur avait demandé de confronter les procès-verbaux et les bulletins pour distinguer les vrais bulletins des faux. Selon lui, certains procès-verbaux ne sont jamais parvenus jusqu'à la commission électorale. Pour preuve, il brandit cette enveloppe cachetée que son parti a récupérée, dit-il, dans un bureau de vote après le scrutin. À l'intérieur, il y a des procès-verbaux. Et les procès-verbaux n'ont pas donc été vus par la CENI, comparés par des bulletins scannés, et la CENI donne déjà les résultats. Jean-Louis Robinson réclame aujourd'hui la dissolution de la commission électorale. Mais pour la presse, aucun doute, le nouveau président est bien R. Razonarimampiane. Dans son QG de campagne, acclamé par ses partisans, le vainqueur célèbre une victoire qu'il estime légitime. Je crois que c'est vraiment la plus sincère possible, la plus solennelle possible. C'est le résultat de ce que la population a voulu. Je pense que les uns et les autres sont appelés à respecter cette volonté de la population. Le scrutin est crédible et transparent, se félicite la communauté internationale qui redoute une nouvelle crise post-électorale. La sécurité a été renforcée aux abords du fief du nouveau président depuis la proclamation des résultats. Pour le magazine de ce dimanche, nous avons pour invité le professeur Aouré Alban Alphonse Emmanuel, directeur de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES. Professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons parler de recherche économique et de développement des pays, cas de la Côte d'Ivoire en priorité. Mais en attendant, pour ça, nous allons suivre ce reportage d'Alexis Ouedraogo. Si la question des conflits et leur mode de règlement font l'objet de plusieurs études, ce n'est pas encore le cas pour la gestion des accords de paix signés à la suite d'éclatements de conflits. L'observation actuelle du cycle de violence dans lequel se sont installés certains pays africains, alors que des accords ont été conclus, nécessite de jeter un regard sur la portée réelle des accords.
Fort de ce constat, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, vient de bénéficier d'un projet du Centre de recherche et de développement international du Canada. Objectif, analyser la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. Ce que nous avons constaté, c'est que les accords de paix qui sont signés à la suite donc de conflits ne sont pas durables. La question fondamentale, c'est quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire en sorte que désormais, quand on a signé un accord de paix, on soit sûr que cet accord-là va aller le plus loin possible. Pour lui, la durée de vie moyenne des accords de paix n'excède guère 5 ans. C'est pour cela qu'il pense qu'il vaut mieux prévenir les conflits qu'intervenir pendant les conflits. Si nous avons plus ou moins des informations collectées de toutes les couches de la population, ça nous permet à nous de mettre en place donc un dispositif qui permette de prévenir les conflits. L'objectif, c'est de faire en sorte que dans nos pays africains, que la contestation peut avoir lieu sans qu'on en arrive aux armes. Ce projet de recherche sur la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest, d'une durée de 2 ans, va coûter plus de 100 millions de francs CFA. Les pays bénéficiaires sont la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Professeur, quand il y a la guerre, il n'y a pas de développement, on ne peut pas parler de recherche économique. Effectivement, pour qu'on puisse faire de la recherche, il faut une stabilité au niveau du pays pour que les chercheurs soient dans les meilleures conditions de mener leurs travaux. Donc, dans une situation d'instabilité ou de guerre, on ne peut avoir de recherche économique et de recherche tout court. Ce n'est pas possible. Alors, professeur, dites-nous, faites-nous un état des lieux de la recherche économique en Côte d'Ivoire. Il faut dire que la recherche économique en Côte d'Ivoire se porte relativement bien au regard des résultats des chercheurs ivoiriens aux différents concours d'agrégation ces dernières années. Sur 4 années, nous avons eu 12 agrégés. Au regard également de la participation des chercheurs ivoiriens à des colloques internationaux, de leurs publications qui sont acceptées dans des journaux scientifiques dans le monde, par exemple, au regard de leur contribution à travers des séminaires, des forats au niveau national. Et nous pouvons aussi citer le fait que différents mémoires et différentes thèses sont soutenues, des dizaines de mémoires, des dizaines de thèses annuellement au sein donc des universités en Côte d'Ivoire pour dire que la recherche économique se porte relativement bien. Des dizaines de mémoires, dizaines de thèses, des assistants qui deviennent des maîtres assistants, maîtres assistants, maîtres conférenciers, etc. et deviennent professeurs. Alors, est-ce que la recherche économique a sa place dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire? La place qui lui revient, je veux dire. Et la recherche économique a sa place parce qu'on ne peut prendre de décisions économiques en ce qui concerne donc le développement de la Côte d'Ivoire sans fonder ces décisions, surtout sur la recherche. Car il faut analyser, par exemple, quel pourrait être l'impact à court, moyen et long terme de toute décision en matière de politique économique. Et donc, il est important que les décisions puissent être fondées sur la recherche, tant au niveau du secteur public, donc du gouvernement, mais au niveau aussi des entreprises privées qui ont besoin d'innover. Et l'innovation ne peut se faire sans la recherche appliquée. Donc, il est important que cette recherche puisse contribuer efficacement si, bien sûr, les chercheurs continuent de faire leur travail et que le gouvernement, le secteur privé, la société civile peut encore davantage avoir confiance aux chercheurs et utiliser les travaux des chercheurs, les résultats de ces travaux. Professeur, très rapidement, un exemple de résultats de recherche économique. Et puis, est-ce que ces résultats sont utilisés par les décideurs? Nous avons des exemples. Nous prenons le cas en 2009 où la CAPEC a mené une étude sur le prélèvement compensatoire sur la volaille importée à la demande du ministère des Ressources animales et halieutiques. Et les résultats de la CAPEC qui portaient sur l'impact de cette tarification sur la production nationale de volaille et sur la consommation et les prix. Donc ces résultats ont permis au gouvernement de prendre des décisions au niveau de l'orientation de la politique concernant la volaille, et ce qui a contribué effectivement à l'accroissement de la production nationale. Il faut dire également que différents directeurs de cabinet ou de ministres, pour ce qui concerne la CAPEC, nous écrivent pour nous dire que vos documents sont consultés pour la prise de décision en matière de politique. Les chercheurs sont invités dans les séminaires pour les orientations de politique économique, pour dire que la recherche est utilisée, les chercheurs sont utilisés. Mais bien sûr que nous avons encore beaucoup à faire parce que les décideurs, que ce soit au niveau du secteur public,
et du secteur privé, mais aussi de la société civile, les décideurs ne font pas suffisamment appel aux chercheurs ou n'utilisent pas suffisamment les résultats des travaux des chercheurs en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes donc pas soutenu par les décideurs? Nous avons un soutien, mais qui est insuffisant. Il faut le signifier, parce que le soutien, c'est d'abord l'appui à la recherche. Mais nous savons qu'en Côte d'Ivoire, la part du PIB, par exemple, allouée à la recherche, qui est aussi entre 0,6 et 0,8%, est en dessous des 1% attendus ou décidés par les chefs d'État. Et même en Afrique, ce n'est que la Tunisie qui atteint les 1%. Donc nous avons encore besoin d'un appui pour organiser les chercheurs, d'un appui aux différents centres de recherche comme le CIRES, à des structures de recherche comme la CAPEC, mais aussi aux universités qui s'organisent en pôle de recherche aujourd'hui pour que la recherche puisse apporter effectivement sa contribution au processus d'émergence et de développement de notre pays. D'où proviennent vos financements? Les financements, pour la plupart du temps, il faut le dire, proviennent de l'extérieur, des bailleurs de fonds internationaux. L'élément qui est passé a montré l'appui du CRDI, qui est un centre de recherche canadien, au CIRES, pour un projet de recherche. C'est les bailleurs de fonds internationaux qui appuient la recherche, qui appuient les centres de recherche. Mais nous avons besoin qu'au niveau national, il y ait une vraie appropriation de la recherche, parce que nous ne pouvons faire de développement sans recherche. Et nous avons besoin que les chercheurs soient organisés, structurés. Nous avons besoin d'appui matériel, d'appui financier, mais d'une structuration même du monde de la recherche dans notre pays. Parce qu'effectivement, cette recherche devra contribuer au développement. Et c'est important de le faire ici. L'organisation doit partir de vous, professeur? L'organisation, bien sûr, partie de nous, mais nous sommes les chercheurs et nous nous retrouvons par, je dirais, centre d'intérêt de recherche. Mais nous avons besoin de moyens pour mieux faire. Parce que, par exemple, pour faire la recherche appliquée, vous avez besoin de données. Et la collecte de l'information sur le terrain demande ou exige des fonds ou des moyens financiers très élevés, alors que les chercheurs ne disposent pas toujours de ces moyens et nous avons besoin d'appui. Et quand nous n'avons pas cet appui en interne, nous nous tournons vers l'extérieur avec tous les risques que cela peut contenir. D'accord. En attendant de venir à l'appui extérieur, au niveau national, le secteur privé, est-ce que vous sollicitez le secteur privé? Parce que ce sont des entreprises qui veulent faire des bénéfices, alors que la recherche économique peut permettre à ces entreprises d'avoir beaucoup d'argent. Effectivement, nous sommes dans un environnement de globalisation, d'ouverture commerciale, donc de concurrence au niveau du secteur privé. Et nous le disons souvent, aucune entreprise ne peut évoluer sans innovation. Innovation organisationnelle, innovation de la production, système de commercialisation. Mais pour bien faire, pour s'améliorer, il faut bien sûr avoir recours à des travaux scientifiques qui indiquent les facteurs sur lesquels il faut jouer, les leviers sur lesquels il faut jouer. Et donc, le secteur privé devra avoir recours à la recherche. Pour notre part, nous avons par exemple une étude en cours sur les facteurs explicatifs de la performance des entreprises en Côte d'Ivoire et nous avons fait appel aux fêtières d'entreprises pour y contribuer. Et là, on peut le dire déjà, même pour la collecte de l'information, les entreprises ne donnent pas toujours l'information et donc les entreprises en Côte d'Ivoire ne perçoivent pas davantage l'importance d'un partenariat entre elles et les chercheurs parce que nous travaillons au développement de ces entreprises, nous travaillons à l'amélioration de leur productivité. Donc, il faut qu'il y ait ce partenariat gagnant-gagnant. De la même manière que ce partenariat doit exister entre le secteur public, le gouvernement et les chercheurs. Est-ce que vous expliquez cela suffisamment aux chefs d'entreprise? C'est ce que nous faisons, nous expliquons, nous envoyons nos documents, nos travaux de recherche, les résultats sont présentés dans des cadres de séminaires de dissémination, les chefs d'entreprise sont invités, mais nous disons que le retour est encore pas suffisamment perçu parce que les entreprises ne sollicitent pas les chercheurs. Ce n'est pas seulement la recherche en économie, mais toute recherche appliquée. Parce que les entreprises ont besoin d'innovation technologique, d'innovation de leur système de production. Et nous avons par exemple comment transformer nos matières premières agricoles. Cela partira donc de la recherche et développement. Les entreprises devront s'appuyer sur les centres de recherche, sur les universités, sur les structures de recherche et c'est ce qui se fait dans les pays développés. Et vous allez donc poursuivre la communication. Alors, tout à l'heure, professeur, vous disiez qu'il y a des risques à demander de l'argent de l'extérieur. Oui. Oui, il y a des risques parce que l'agenda des bailleurs de fonds n'est pas forcément cet agenda qui contient les priorités de développement pour la Côte d'Ivoire. Lorsque vous bénéficiez d'un financement d'un bailleur de fonds,
c'est dans le cadre de son agenda de recherche. Et le bailleur de fonds aussi peut défendre une certaine idéologie. Et donc, il est important de dire que lorsque notre recherche est quasiment dépendante des fonds extérieurs, cette recherche est aussi orientée par ces bailleurs. Alors que nous avons besoin de faire de la recherche pour mettre l'accent sur les problématiques majeures de développement que la Côte d'Ivoire rencontre. Et là, nous avons besoin donc d'un appui intérieur. Alors oui, donc pour la Côte d'Ivoire qui veut être un pays émergent à l'horizon 2020, on l'a dit suffisamment. Vous, à votre niveau, au niveau de la CAPEC, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner ce processus? Ce que nous faisons pour accompagner ce processus, d'abord nous avons organisé un forum sur l'émergence pour analyser le sentier, la trajectoire de la Côte d'Ivoire dans ce processus d'émergence. Et ce forum a permis d'aboutir à un certain nombre de recommandations, notamment l'implication des chercheurs, par exemple, dans ce processus. Également, ce que nous faisons, c'est de dire que nous avons les ressources humaines capables de faire l'analyse pour dire toute décision prise dans ce processus d'émergence, quel peut être l'impact de cette décision à moyen terme, par exemple, et dans le long terme. Une décision, par exemple, l'augmentation salariale qui est d'actualité. Il est déjà nécessaire de mettre en place un centre de recherche, de financer les chercheurs de manière à ce que ceux-là commencent à travailler sur l'impact à moyen et long terme. Quel serait l'impact sur la consommation? Quel serait l'impact sur l'épargne? L'impact sur les investissements? Et comment cela peut permettre de réduire effectivement la cherté ou le coût de la vie en Côte d'Ivoire? Donc, voici des éléments en termes de comment la CAPEC ou comment des structures de recherche ou des centres de recherche peuvent contribuer au processus d'émergence. Nous sommes dans un rôle d'éclaireur. Nous sommes dans un rôle de soutien à la prise de décision, de soutien ou d'orientation de la prise de décision pour dire voici la meilleure politique à l'instant où nous sommes, ou voici les conséquences attendues d'une telle ou d'une autre politique. Et donc, nous avons besoin que les décideurs nous fassent confiance et nous fassent suffisamment appel pour que nous jouions notre rôle. Parce que nous sommes dans un cadre de service public également. La recherche est nécessaire pour le processus de développement qui passe par l'émergence. Pour ça, en attendant qu'on vous sollicite, vous pouvez également aller vers les décisions. Et puis, la CAPEC a été classée première au niveau du think tank sur 12 en Côte d'Ivoire. Le think tank, c'est le réservoir de pensée, de connaissances, n'est-ce pas, professeur? Alors, comment est-ce que cela s'est déroulé? Il y a une université aux États-Unis, l'université de Pennsylvanie, qui évalue les think tanks dans le monde annuellement. Et la CAPEC a été classée 52e sur plus de 500 think tanks en Afrique. Et le premier think tank de Côte d'Ivoire sur les 12 qui ont été classés. Un think tank qui est un réservoir de pensée, ça veut tout simplement dire que vous avez des chercheurs de haut niveau, des cadres expérimentés de qualité de haut niveau, qualité qui font la recherche dans le back-office pour soutenir la prise de décision. Voilà pourquoi c'est un réservoir de pensée. Et donc la CAPEC classée premier think tank, c'est le résultat des efforts cumulés des différents directeurs de la CAPEC, parce que la CAPEC a 20 ans aujourd'hui. C'est le résultat de la qualité des chercheurs de la CAPEC, c'est le résultat de l'appui du bailleur principal de la CAPEC, qui est l'ACBF, c'est le résultat aussi de l'appui du gouvernement, parce que la CAPEC est appuyée par le gouvernement de la Côte d'Ivoire et de tous les partenaires qui ont fait confiance à la structure qu'est la CAPEC, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES. Donc voilà comment nous avons pu atteindre ce résultat de premier think tank en Afrique, et nous espérons, et de premier think tank en Côte d'Ivoire, et nous espérons améliorer notre rang au niveau de l'Afrique et à maintenir ce rang en Côte d'Ivoire. Alors plus que jamais, professeur, vous allez continuer à réfléchir, à rechercher, pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous disons qu'il ne peut avoir de développement sans recherche et développement ou recherche qui appuie l'innovation. Notre métier, c'est de faire la recherche, et il est important pour que cette recherche contribue efficacement que les utilisateurs de la recherche, gouvernement, secteur privé, société civile, aient recours aux chercheurs, aux centres de recherche davantage. C'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est la main dans la main que nous pouvons aller effectivement vers ce développement. Les exemples existent dans le monde, aucun pays ne s'est développé sans le soutien de la recherche.
Professeur Ahoré Alban Alphonse Emmanuel, merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.